aujourd'hui un avenir certain, un avenir sur plusieurs plans. Et je vais vous illustrer le propos en insistant sur de l'imagerie, sur les indications portées sur la chirurgie du segment postérieur. Il faut bien comprendre que cet outil est aujourd'hui capté par les segmentistes antérieurs chirurgiens qui l'utilisent dans les greffes endothéliales en particulier, et ceci réalise pour eux un intérêt considérable, ce qui prive parfois le segmentiste postérieur de l'outil de travail. Alors, pour vous rappeler, Dr Solar, ce matin, vous a présenté brièvement ces deux instruments qui sont aujourd'hui commercialisés. Un microscope monté d'un OCT de manière coaxiale commercialisé par Axstreit. Je n'en ai pas l'expérience. En revanche, l'OCT couplé au microscope Zeiss, le Rescan 700, garde tout mon intérêt. J'ai pu l'utiliser à plusieurs reprises sur des cas assez spécifiques. Pour vous rappeler la séquence, vous avez un OCT dans la colonne qui est l'équivalent du Cirrus, avec la résolution d'un Cirrus, la capacité de pouvoir visualiser l'imagerie en live de votre tissu maculaire sur un écran, et vous pouvez également obtenir cette information dans l'optique du microscope sur l'oculaire droit de l'opératoire comme une réalité augmentée. Vous avez en surimpression une imagerie qui vous permet de contrôler le geste. Alors quel est l'intérêt d'un tel outil? C'est une imagerie dynamique, péropératoire. Est-ce que ça permet d'augmenter la visualisation de la dissection maculaire? Est-ce que ça peut améliorer la sécurité du geste opératoire? Est-ce que ça peut nous éviter d'utiliser des colorants pour la visualisation des tissus prémaculaires? Est-ce que ça raccourcit le temps opératoire? Sûrement pas, puisqu'il y a quand même une courbe d'apprentissage aujourd'hui. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permet de visualiser en direct l'aspect post-opératoire immédiat et de vérifier l'intégralité du tissu, du geste, ce qui reste du tissu à réséquer. Voici un exemple d'une membrane épirétinienne idiopathique, assistée par une imagerie OCT. Vous voyez à droite une coupe horizontale, en bas à droite une coupe verticale. J'utilise un colorant. Et voilà, la séquence, je vais échapper. On échappe, parce que manifestement ça ne passe pas comme ça. Alors on va le visualiser comme ça, voilà. Donc la dissection est poursuivie, et vous voyez un cône d'ombre sur l'image liée à l'instrument. Vous pouvez également voir l'enroulement de cette membrane qui est rétractile et assurer la complétion de la dissection en fin de procédure. Alors sur ce premier cas, finalement, pas de grand intérêt de cette intervention, si ce n'est de pouvoir visualiser en fin de pelage un screening de l'aire maculaire, s'assurer qu'il n'y ait pas de tissu, de reliquat de tissu maculaire. Un second cas de membrane épirétinienne disséquée sans l'adjuvant d'une coloration membranaire. Et bon, sur ce mode, on peut utiliser une sorte de scanners multiples, 5 scanners horizontaux, et ce qui vous permet de contrôler. Alors bien sûr, lorsque vous disséquez, vous ne regardez pas la coupe OCT, hein, vous regardez dans votre microscope le fond d'œil en direct, mais en fin de pelage, vous pouvez vous assurer que vous n'avez pas omis de réséquer. Hein, et vous voyez en moyenne périphérie supérieure ici, on devine à peine au fond d'œil, mais l'OCT va nous le montrer, un reliquat de membrane qui pourrait être facilement disséqué. Voilà. Je vais vous présenter un troisième cas intéressant, l'exemple de ce patient de 30 ans avec un syndrome maculaire franc, évolutif. Il s'agit d'une fossette colobomateuse de la papille, et vous voyez ce décollement séreux, le rétinoschisis externe et le toit extrêmement fin de l'apex fovéal. Et la difficulté dans ces cas opératoires, c'est de pouvoir disséquer cette hyaloïde postérieure fermement attachée au pôle postérieur. La dissection est réellement très difficile, plus de 5 minutes pour essayer de cliver la hyaloïde postérieure au niveau de la papille. Et je me suis posé la question de savoir si l'OCT, à cet endroit-là, pouvait être contributif. On voit le vitréotome, on devine un tissu hyaloïdien devant la papille, mais réellement on est dans la capacité de pouvoir savoir, de savoir si on a ou pas engagé le décollement de la hyaloïde postérieure, et j'en conclus que dans ce cas précis, l'OCT péropératoire ne permet pas de savoir réellement
n'est pas une aide au décollement du vitré. Donc j'ai dû injecter de la triamcinolone pour visualiser la hyaloïde postérieure, et ce qui m'a permis voilà, de pouvoir créer le décollement postérieur du vitré. 2 déchirures supérieures ont été traitées, et également de façon intéressante dans ce cas, en essayant d'aspirer activement par la fossette le liquide sous-rétinien hypothétique pour voir s'il y avait une modification de l'anatomie maculaire, ce qui n'a pas été le cas dans ce cas-là, mais en tout cas de visualiser que l'apex fovéal a bien été préservé au cours de la dissection de la hyaloïde. Enfin, la réalisation de laser, comme c'est souvent préconisé en temporo-papillaire, eh bien vous voyez en direct les hyperréflectivités postérieures qui vous signent l'efficacité de ce laser sur une rétine ici non décollée. Voilà un cas de... Alors je vais vous montrer un autre cas intéressant, ce cas de traction vitréomaculaire sur une cornée relativement opaque liée à une dystrophie endothéliale, et il s'agit d'une traction vitréomaculaire sur matériel pseudo-vitellin. La visibilité est assez réduite au fond d'œil. La chirurgie consistait simplement à lever la hyaloïde postérieure au niveau de la papille. Donc on voit ici la visualisation de la hyaloïde colorée par des cristaux de triamcinolone, et c'est au niveau de l'aire maculaire que se pose la question d'une éventuelle traction iatrogène de la fovea. Et bien dans ce cas précis, l'exemple va nous montrer qu'on a induit, sans le vouloir, et de manière invisible au fond d'œil, une petite ouverture ici, qui peut faire le lit d'un vrai trou maculaire, et ce qui donc va modifier notre stratégie opératoire et de mettre en place un tamponnement par gaz. Donc en fin d'échange, on est tout à fait capable de contrer en fait les éventuels déficits maculaires. Voilà, je terminerai par ce cas qui est un cas de décollement de rétine sur une cornée dont l'épithélium est assez œdémacié, mais enfin ceci dit, on voit le décollement de rétine temporale, macula décollée, la rétine est épaissie, on a des plis rétiniens internes. La chirurgie se poursuit, on va pouvoir faire la vitrectomie, on traitera les déchirures, et vous voyez en périphérie l'OCT qui peut être placé sur les déchirures rétiniennes périphériques et visualiser l'ouverture rétinienne responsable. Il y en a même une seconde, et sur ce plan, vous allez voir sur ce plan de coupe les 2 ouvertures contiguës. Donc l'imagerie de la périphérie rétinienne grâce à une indentation en OCT reste possible. La réapplication au cours de la chirurgie permet de réappliquer, on en a l'impression au fond d'œil, sous perfluorocarbone, la rétine, mais si vous regardez bien l'OCT, il reste toujours un petit peu de liquide sous-rétinien, c'est dire la difficulté de redonner un aspect attaché de cette rétine qui était restée détachée assez longtemps. L'échange fluidaire, la cryoapplication continue l'intervention, et enfin l'échange décaline-air va permettre, comme souvent, le liquide sous-rétinien de s'accumuler au pôle postérieur, et dans cette indication, d'éventuellement visualiser une bulle de perfluorocarbone liquide qui serait venue passer sous la rétine, et à ce moment-là, ça modifierait notre prise en charge. Donc pour terminer et conclure, ayez à l'esprit que cette chirurgie, cet outil diagnostique est une nouvelle technologie qui peut nous conduire à modifier notre stratégie opératoire dès la constatation d'une modification inattendue du tissu maculaire. Ça a donc un impact sur la stratégie thérapeutique, probablement plus de contrôle, une meilleure sécurité, et tout ça reste ouvert à la discussion. Voilà, je vous remercie.